L'été touche doucement à sa fin et pourtant le mois de septembre nous réserve encore de beaux moments dans la nature. Dans ce numéro, nous nous intéressons aux bienfaits de l'eau au jardin. Lagunage, bassin de nage, piscine naturelle n'auront plus de secret pour vous. Et puis, on terminera dans les grottes avec les chauves-souris qui entreront bientôt en hibernation. Entrez, c'est ouvert! Bon, si j'ai bien compris Virginie, ce mois-ci c'est plutôt symbiose avec la nature. Appelle ça comme tu veux, mais moi quand j'entends lagounage, bassin naturel, potager, verger ou même juste un petit coin de pelouse bien entretenu, je me dis que les stars de l'émission d'aujourd'hui, ce seront toutes ces solutions pour vivre en harmonie avec la nature et surtout profiter de ses bienfaits. Alors quels sont les principes d'un lagounage accessible aux particuliers? Comment aménager un bassin naturel? Quelle variété de pommes récolter à cette période? Ou encore, comment préserver une belle pelouse malgré la sécheresse? Virginie, toi et tous tes invités, vous allez nous régaler de conseils pratiques et d'astuces à adopter chez nous, dans nos jardins. Alors, évidemment, on ne parlera pas que de ça dans l'émission, on parlera aussi des petites habitantes discrètes de nos jardins et de nos réserves naturelles, les chauves-souris. Allez, je ne fais pas plus attendre nos téléspectateurs, direction Vierde pour te retrouver Virginie avec Justine et parler du lagounage. Justine, tu es la co-gérante de la société Naturo. Vous proposez différents services pour épurer l'eau à partir de plantes de milieu naturel. Est-ce que tu peux un peu nous raconter justement tout ce que vous faites? Oui, tout à fait. Donc ici, on est devant un lagunage. Ce lagunage va en fait traiter toutes les eaux sales d'une habitation, donc les eaux sanitaires, les eaux des WC, pour en fait soit de le renvoyer dans un milieu naturel sans le polluer, soit comme ici pour arroser un jardin, un potager. Et donc en fait, le traitement est fait par un massif de granulats dans lequel on a placé des plantes épuratrices et qui vont ensemble faire une synergie pour tirer tous les nutriments dans l'eau, toute la pollution finalement qui est problématique dans un milieu naturel si on le rejette directement. Donc ça veut dire que là, sous ces plantes, dans tous ces granulats qu'on voit, il y a toutes sortes de bactéries qui se développent. Oui, dans l'eau sanitaire, vous allez avoir toutes des bactéries en fait qui vont vouloir manger tout ce qui est toute la pollution. Et donc ici, on leur fait un habitat dans lequel elles ont le couvert, le logis, et donc elles vont pouvoir à ce moment-là vraiment se développer et tirer tous les nutriments qu'il y a dans l'eau. Et alors les plantes ont un aspect structurant. Elle va pouvoir en fait, avec ses racines, permettre de faire de la micro-aération dans les graviers, et les bactéries vont pouvoir s'accrocher à ces racines pour pouvoir se développer. D'accord, donc ce ne sont pas les plantes qui épurent directement. Les plantes sont là pour structurer l'espace et favoriser la prolifération. Donc les plantes tirent un petit peu de nutriments, mais elles sont moins performantes que les bactéries épuratrices. Leur rôle vraiment, c'est pouvoir offrir un habitat pour les bactéries et qu'elles restent dans le massif. Et qu'est-ce qu'on a comme type de plantes ici par exemple? Nous, on plante certaines plantes directement dans le massif. Donc vous avez tout ce qui est Typha. Typha, ce sont des plantes donc, qui montent un peu plus haut, qui sont toutes des espèces indigènes. On a le Lythrum salicaria qui là joue un rôle assez intéressant pour tout ce qui est pollinisateur. On a des iris du marais qui là ne sont plus en fleurs, mais aussi sont des espèces aussi de chez nous. Des belles fleurs jaunes. Oui, c'est ça. Et puis ça permet finalement d'avoir des iris dans son jardin sans avoir forcément un plan d'eau. Et puis après, on a toutes des espèces. Par exemple, cette plante-ci qui est une plante des marais, on ne l'a pas plantée. Donc c'est chouette d'avoir finalement des plantes qu'on n'a pas habituellement dans son jardin, qui s'implantent d'elles-mêmes. Comment fonctionne un lagunage un peu plus concrètement? Donc en fait, on se connecte directement au réseau d'égouttage de l'habitation, donc en sortie du réseau. Donc une tranchée. On tire une conduite jusqu'ici, avec une tranchée, placement d'une conduite. Et puis on arrive dans la zone où on va installer le lagunage, on creuse l'ensemble du bassin, on met un peu du sable stabilisé pour pouvoir protéger la membrane et maintenir tout bien portant. Et puis après, on va mettre différentes couches de gravier. Pour simplifier, on a du plus gros au plus petit en partie supérieure. La partie supérieure, ça va permettre de filtrer en fait. C'est pour pouvoir reprendre tout ce qui est matière en suspension. Et en partie inférieure, là, c'est plus pour l'habitat des bactéries. Et la partie du dessous, par exemple, va traiter quel type de pollution? Donc, la partie du dessous, c'est plus des polluants un peu plus réfractaires, comme par exemple les œstradiols, les oestrogènes qui sont contenus dans les pilules contraceptives. Les antibiotiques aussi, c'est les bactéries de milieu inférieur qui vont les traiter. La partie supérieure, c'est plus toute la grosse charge qui sort des sanitaires,
dans le sens par exemple de l'amidon, quand vous épluchez une patate, vous mettez de l'amidon dans l'eau. C'est une charge carbonée qui va être consommée par les bactéries en partie supérieure en consommant de l'oxygène. Ok. Et c'est marrant parce que ça a l'air assez sec en fait. Quand on voit ça, moi je pensais plutôt voir un marais. Oui, tout à fait. Donc en fait, on remet des graviers au-dessus du marais pour empêcher qu'un enfant puisse aller barboter dans l'eau qu'il y a dedans et puisse consommer finalement de l'eau sanitaire sale. L'eau en sortie a beaucoup moins de risques d'un point de vue sanitaire, mais l'eau en entrée, c'est mieux qu'un enfant n'aille pas barboter dans l'eau. Alors justement, tu parles de l'eau en sortie. Est-ce qu'elle est potable après ce système d'épuration ou pas? Donc on considère qu'elle n'est pas potable en sortie juste parce qu'elle contient encore des bactéries. Et donc là, on met un UV derrière qui va permettre de désinfecter l'eau et pour pouvoir la réutiliser pour arroser un potager. Justine, ici, ce lagunage, il fait à peu près quoi, 10 mètres carrés? Oui, tout à fait. C'est pour quel type d'usage alors ça? Donc ici, c'est pour traiter les eaux sanitaires d'une habitation pour 5 habitants. Ah oui. On peut faire des plus grands s'il y a beaucoup plus d'habitants, mais voilà, ça c'est le standard pour une habitation classique. Donc c'est accessible aussi à des terrains qui ont une taille moyenne, il ne faut pas spécialement avoir une surface énorme? Non, tout à fait. Ici, on est sur une surface de 12 mètres carrés au total pour faire la filtration complète de toutes les eaux. D'accord. Une petite idée du budget que ça représente, même si j'imagine que c'est en fonction de la taille du lagunage, du type d'installation? Donc ici, le budget c'est de 10 000 à 20 000 € en fonction de si on fait du reuse, donc si on a l'installation des affections derrière, le pompage, et en fonction de la proximité par rapport à l'habitation. On fait aussi une installation pour faire percoler l'eau. Et donc là, si le sol est fort perméable, ça ne coûte pas trop cher. Si c'est peu perméable, on a un grand système de drainage. D'accord, d'accord. Alors, en plus de système de lagunage, chez Naturo, vous proposez aussi d'aménager des piscines naturelles, des bassins naturels. On va découvrir ça ensemble un peu plus tard dans l'émission. Un peu de soleil, de l'oxygène, des bactéries, des algues et quelques plantes bien choisies, la nature quoi. Une solution naturelle pour nos eaux usées. J'aime ça. Après, tout le monde a déjà entendu parler de lagunage, mais grâce à toi Virginie, grâce à toi et Justine, on sait surtout que c'est accessible aux particuliers et qu'il ne faut pas absolument un grand jardin pour le faire. Et pour donner un titre de comparaison au prix donné par Justine sur le lagunage naturel, il est bon de savoir qu'un assainissement mécanique peut lui aussi aller chercher jusqu'à 10 000 €. Mais voilà, privilégiez évidemment la solution qui vous convient. Allez, avant de parler des bassins naturels, on va retrouver Georges pour parler de pommes, et plus spécifiquement de récolte de pommes. Parce que la Belgique a longtemps été l'un des pays phares de la pomme en Europe, parce que dans nos campagnes, presque chaque ferme avait son ou ses pommiers d'anciennes variétés, parce que, encore aujourd'hui, de nombreuses associations belges œuvrent à préserver les vieilles essences régionales, parce que, bref, on te retrouve avec Georges. Dis Georges, ce pommier, il a porté à merveille, il est incroyable. C'est une année en fruits, c'est terrible. Comment sais-tu que les pommes sont arrivées à maturité et que tu peux les cueillir? Tu en prends une, tu l'inclines vers le haut, et voilà, elle vient toute seule. Ah oui, voilà. Facile. Et alors, petite question, est-ce qu'on cueille avec le pédoncule? Oui, toujours. Ok, important, ça va. Toi, dans ton jardin, tu as essentiellement des variétés... J'ai des variétés anciennes. Il y a les variétés RGF, ressources génétiques fruitières, qui sont conseillées pour le grand public, pour des qualités gustatives, de résistance aux maladies, de productivité. Et on les trouve chez les pépiniéristes spécialisés. D'accord, donc si vous pensez à planter des fruitiers, tournez-vous vers ces variétés locales, si possible, pour toutes les raisons que Georges a évoquées. Alors ici, c'est un pommier, tu disais variété hâtive. Ça veut dire qu'elle donne ses fruits assez tôt dans la saison? Ah oui, à partir de 15 août, ça commence à donner. Et puis alors, il y a d'autres variétés qui vont seulement produire et qu'on cueillera seulement au mois de septembre, voire au début octobre. Cette année, on est en avance. Ok, d'accord. Bon alors, tu cueilles tes pommes. Après, l'étape suivante, c'est la conservation. Ouais, il faut les conserver, je veux dire, dans un endroit relativement aéré. Suivant les variétés, elles conservent plus ou moins longtemps. Cela aussi, c'est pas toujours évident. Mais on peut faire d'autres choses avec. Surtout avec les fruits tombés, parce que là, on va pouvoir les utiliser. On peut les sécher, faire des pommes séchées. On peut faire des poires séchées aussi. Écoute, je te suis, allons-y. Ça m'intéresse. On va les couper en quartier, évidemment, jeter les parties qui sont pas mochées, et puis on les passe au séchoir. Celui-ci est un séchoir électrique, résistance électrique et ventilateur, une colonne d'air chaud qui vont dessécher les fruits. On peut sécher aussi au four éventuellement, mais 60 degrés maximum, porte entrouverte. D'accord. Et donc le résultat, c'est ça. Voilà. Des petits fruits séchés pour les collations des enfants, sympa. Les petites pommes apéritives. Aux petites pommes apéritives pour les plus grands. Oui, vas-y, bon appétit, merci. Ok, je vois que tu as aussi des prunes. Les prunes. Les prunes, c'est un peu plus délicat. Il y a une couche céreuse sur la prune, sur les fruits. Il faudra l'enlever. Eau chaude avec un peu de cristaux dessous. On les rince par la suite, ne pas oublier de les dénoyauter.
bien sûr. Et puis on va les sécher, même principe. Même principe, ok, Je super. vais te faire goûter ceci. Ça sont des poires. C'est la poire séchée, tu vois. Mais tout est très très bon, effectivement. Alors, ça se conserve très bien. Merci Georges pour ces bons conseils anti-gaspi, puisqu'avec ça, en fait, on peut valoriser l'entièreté de notre récolte, y compris les cabossés, les malmenés, qui feront des délicieux petits encas. Moi qui cherchais un bon plan pour le 10h des enfants, me voilà avec quelques belles idées. Merci Georges. Alors, si le soleil et la sécheresse de cet été ont contribué à de pommes sucrées, colorées, parfumées, mais toujours fermes, ces conditions ont malheureusement un apport beaucoup moins sympathique pour nos gazons. N'est-ce pas François? Pelouse brune, stress hydrique, herbes qui filent. Je pense que tu as quelques solutions pour aider nos téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des soins à apporter au gazon au mois de septembre. Donc il faut savoir qu'on a connu un été relativement sec et le gazon présente ici quelques zones dégarnies où l'herbe est affaiblie et jaune. Donc on voit ici une herbe séchée. Donc cela peut être dû à un problème de maladie où l'herbe par après s'est desséchée et aussi peut-être simplement à un manque d'eau. Donc la solution va consister à réaliser une scarification, mais attention, cette scarification doit être complétée avec les soins appropriés à apporter au gazon. La scarification consiste à griffer le sol, donc en fait il y a des couteaux en dessous du scarificateur qui vont griffer le sol pour éliminer les résidus d'herbe morte. Donc il faut savoir qu'au fil des saisons, des déchets de tombes, des déchets de racines s'accumulent, c'est ce qu'on appelle le feutre. Et la scarification permet vraiment d'éliminer cette couche de feutre et ça va permettre de réoxygéner le sol pour avoir une meilleure aération du système racinaire qui sera par la suite propice pour la croissance du gazon. Donc on a évacué les déchets de la scarification, donc c'est extrêmement important de les enlever donc pour aérer et empêcher que le gazon s'étouffe par après. Donc une fois les déchets enlevés, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante consiste à nourrir le gazon, ce qui est extrêmement important après la scarification, parce qu'il faut restimuler une croissance des nouveaux thalles, des nouvelles herbes qui vont permettre de redensifier et de refortifier le gazon. Donc pour ce faire, on va utiliser un engrais organique d'automne. Donc cet engrais contient un azote organique donc, qui va se libérer progressivement pour ne pas créer d'à-coups de nutrition au niveau du gazon et va aussi renforcer donc, le gazon pour l'hiver avec une formule riche en potassium pour le rendre plus résistant aux agressions climatiques. Une fois qu'on aura appliqué l'engrais sur l'ensemble de notre gazon, on va se souvenir des zones clairsemées du départ où on avait des herbes mortes qui ont été donc évacuées et libérées de leur espace grâce à la scarification. Sur ces zones-là, il manque de l'herbe, il manque de la nouvelle herbe. C'est pourquoi on va devoir ressemer. Donc pour ressemer, on va utiliser des semences de regarnissage. Donc les semences de regarnissage ont la particularité de germer rapidement, mais c'est un mélange ici complet donc qui contient aussi des pâturailles et un peu de fétuc en plus du raie gras, ce qui va permettre de bien s'uniformiser avec le reste de l'ensemble du gazon pour avoir quelque chose d'homogène par après. Pour que les semences germent rapidement et efficacement, on va recouvrir les semences d'un amendement de sol qui contient de la lave, qui contient de la tourbe fine et cet amendement va recouvrir la semence très superficiellement pour avoir une meilleure pénétration de l'eau dans la semence et une meilleure levée du gazon dès qu'il va pleuvoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la pluie qui va faire son travail donc pour avoir une bonne action de l'engrais organique qui va aussi permettre aux semences de germer et il n'y aura plus qu'à profiter du gazon au cours des saisons suivantes. Merci François. Allez, on revient au fil rouge de cette émission, les aménagements autour de l'eau, des aménagements en symbiose avec la nature qui nous entoure. Virginie, tu as déjà le pied dans l'eau, tranquillou, avec Nicolas je vois. Ça alors? Moi j'adore les tournages en été et j'aime encore mieux les tournages en été chez toi Nicolas. C'est le paradis. Quel jardin, quel endroit. Écoute, je ne vais pas te contredire. Donc ton jardin justement, on voit qu'il laisse une grande place à la nature, à la biodiversité. Comment tu vis ton jardin au quotidien? Oui, on essaye. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on est arrivé ici il y a 10 ans, c'était juste une pelouse avec un arbre au milieu. Et puis là, on a planté et donc les arbres commencent à ressembler à des arbres, beaucoup de fruitiers, noyers, tilleuls, etc. Il y a des zones de potager, il y a des zones de compost, il y a des zones où j'essaie de faire une tonte différenciée, des zones où il y a des orties, des ronces, des petits fruits, et alors beaucoup de fruits. Donc c'est à la fois la nature pour elle-même, mais aussi pour tout ce qu'elle nous offre. La nature nourricière. Voilà. Et puis une zone de baignade, devant laquelle on se trouve ici, qui est en fait un bassin naturel. C'est ça. C'est ça? Alors raconte-nous un peu comment vous est venue cette idée de créer ça.
Enfin, de faire créer ça. L'idée, elle date, puisque ça fait à peu près depuis qu'on est ici qu'on y pense, mais de là à la mettre en pratique, ça prend un peu de temps, parce que d'abord, ça coûte un peu d'argent, donc il faut laisser mûrir les choses dans sa tête, accepter que ça a son prix. Et puis, une fois le pas franchi, en fait, c'est que du bonheur, donc il n'y a absolument aucun regret. En quoi c'est différent d'une piscine classique, Nicolas, d'avoir ça? D'abord, visuellement, ça n'a rien à voir, et les animaux comprennent tout de suite, puisqu'on a directement des observations de faune très très vite après l'installation, que ce soit les libellules, les demoiselles qu'on voit tourner, que ce soit des oiseaux qui viennent boire. On a eu un jour un couple de bernaches qui se sont perdus, un martin pêcheur qui s'est posé sur la serre. Il y a plein de petits tritons dans l'eau, on les voit. Oui, donc tu nages avec les tritons? Je nage avec les tritons. Quand je nage, honnêtement, je ne les remarque pas. Il y a parfois des grenouilles aussi qui viennent se poser sur mon pied quand je suis plus en méditation. Donc il y a aussi un aspect très méditatif, le fait de pouvoir se connecter et observer juste les insectes, les animaux qu'on a devant soi. Si tu devais nous partager un petit coup de cœur dans tes dernières observations, ce serait quoi? C'est marrant que tu dises ça parce qu'il est juste là. Je pense que c'est l'Anax empereur. C'est la plus grande libellule d'Europe, donc elle a 11 cm d'envergure et on la voit au quotidien faire ces petits cercles là autour de la mare. C'est vrai qu'elle est impressionnante. On est d'accord. Il y a une vraie plus-value contemplative, voire méditative, autour de ces bassins naturels. Mais concrètement, je me demande comment ça fonctionne, comment ça se construit. J'imagine que c'est pas si simple. Sinon, vous êtes d'accord, tout le monde aurait ce genre de bassin chez lui, non? Alors Virginie, quelques éléments de réponse? Justine, c'est vous qui avez aménagé ce magnifique bassin de nage. Oui. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Quel est le fonctionnement de ce type de bassin? Donc ici, on est sur ce qu'on appelle, nous, un étang de nage. Donc on a les bords arrondis, comme finalement un peu une mare, même si ce n'est pas exactement le principe. On a ici tout le lagunage qui entoure le bassin et qui va faire le traitement de l'eau. Donc ici, ce sont vraiment les plantes, par contre, qui vont vraiment traiter l'eau. On va forcer l'eau à traverser le lagunage via une pompe. Donc il y a des drains au fond de la piscine qui font une circulation et qui forcent l'eau à passer régulièrement dans le filtre. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une eau bien claire, mais c'est grâce principalement aux plantes qui, elles, vont purifier l'eau. Et quelle est la proportion de plantes sur l'ensemble de la surface? Donc ici, si on met un pompage, on peut descendre à 30% de la surface. Donc 30% de la surface du bassin est dédiée aux plantations, au lagunage. Si on ne met pas de pompe, là on doit être sur 50-50. Et puis si on va faire de la technique plus poussée, où là on a besoin d'une cave pour mettre du matériel, là on peut descendre à des lagunages plus petits, même jusqu'à 15%. Au niveau du suivi, de l'entretien, ça demande beaucoup de travail? Donc pour l'entretien, le client doit quand même 1 fois par an à 2 fois par an couper les plantes. Donc ça c'est plus quand les plantes retombent à l'entrée de l'hiver. Et puis il faut ramasser les feuilles qui sont tombées dans le bassin. Et alors typiquement les 2 premières années, vu qu'on a mis des plantes, il y a un peu d'algues autour des plantes qu'on peut enlever ou ne pas enlever. Ça contribue en réalité au traitement de l'eau et à la biodiversité. Les tritons par exemple pondent dans les algues. Donc c'est intéressant aussi pour la biodiversité. Comme disait Nicolas, on est vraiment dans une cohabitation avec la nature, avec une eau qui est naturellement purifiée. Est-ce qu'elle est potable? Donc oui, ici l'eau est potable. Donc on alimente l'eau, le bassin avec de l'eau de pluie ou de l'eau de ville. L'eau de pluie c'est mieux. Et en fait les plantes vont traiter l'eau de manière à ce qu'il n'y ait plus rien dans l'eau. Donc en fait vous buvez de l'eau, c'est vraiment comme en quelque sorte de l'eau de source. Donc si vous buvez la tasse, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a juste que si jamais vous mettez des poissons, les poissons la polluent l'eau. Et donc dans ce cas-là, on met une désinfection UV qui permet juste d'être certain que côté sanitaire, il n'y a pas de souci. Mais les piscines naturelles rentrent dans des vérifications de qualité d'eau de baignade. Maintenant, effectivement, les poissons, c'est un peu moins la philosophie de ce type de bassin parce que ça va un peu manger la biodiversité, ça mange un peu tout. Et alors, c'est peut-être important de le préciser aussi, même si ça peut couler de source, il n'y a aucun produit chimique qui est ajouté dans ce type de tout à fait. Il n'y a pas de produits chimiques qui sont ajoutés dans le bassin, donc ce sont vraiment les plantes qui vont faire le traitement et qui permettent d'avoir une eau claire. Donc en gros, on se fait plaisir et on fait plaisir à la nature. Tout à fait. Que demander de plus? Et au niveau des budgets, est-ce qu'on est très éloigné des piscines classiques ou c'est plutôt moins la même gamme de prix? Les piscines naturelles sont ce qu'on appelle une piscine naturelle. On est sur le même prix qu'une piscine classique. Par contre, un étang de baignade comme ceci, c'est moins cher qu'une piscine, conventionnelle. D'accord. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les lagunages ou sur l'aménagement de bassins de nage ou de piscines naturelles, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Nature Eau. Il s'affiche juste devant vous. Et quant à nous, on irait bien se faire un petit plongeon, non, Justine? Ah oui, ça donne bien envie, oui. C'est bien chaud en plus. Vous avez bien raison. En septembre, ce sont les derniers plongeons de l'été, non? Quoique,
Contrairement à ce que l'on croit, les bassins naturels sont souvent plus chauds que les piscines classiques. Allez, c'est l'heure de notre moment guide nature avec notre partenaire les Cercles des naturalistes de Belgique. Nous dressons le portrait de guide nature. Ces guides vous proposent des activités toute l'année. Ici par exemple, on part à la découverte du cercle Nature for You. Eux, ils font des balades au bord de l'eau, en français, en allemand, en néerlandais ou en anglais. Je m'appelle Annick Schumacher, je suis coordinatrice du cercle Nature for You dans l'est du pays et membre du conseil d'administration auprès des CNB. Ma formation, je l'ai faite auprès d'éducation environnement, donc je suis interprète nature-environnement à la base. Et avec d'autres amis qui ont étudié avec moi en 2015-2017, nous voulions poursuivre l'aventure, donc on a créé un cercle qui s'appelle Nature for You. Par la suite, les guides nature formés par les CNB ou par les criers de Ternay par exemple sont venus renforcer notre équipe et maintenant nous sommes 15 guides à faire différentes activités, animations. Ça peut être les balades généralistes, mais il y en a aussi qui ont participé par exemple à Frischnatt. Il y en a qui travaillent avec des associations, un plan communal d'action. On touche tous les domaines et on essaie aussi de répondre aux particuliers qui viennent vers nous parce qu'ils ont des problèmes bien précis. Tiens, j'ai un animal dans mon jardin. Qu'est-ce que c'est, Annick? Tu veux pas venir avec ta caméra? On va regarder et on va voir ce qu'on peut faire pour accueillir la biodiversité au jardin. La fauche est effectivement une de nos spécificités. Nous avons créé un groupe cette année et c'est ouvert à tout public qui souhaite refaire des gestes traditionnels. Ce projet s'est réalisé grâce à l'initiative d'André de Croupet, qui est un ancien agent communal, donc il a beaucoup d'expérience de terrain et il a décidé de partager avec nous son expérience de la fauche pour notre plus grand bonheur. Ça permet de protéger dans une certaine mesure la biodiversité, dans une certaine mesure parce que dans une fauche il y a une lame ça coupe, mais quand on fait le mouvement, on a toujours la possibilité de s'arrêter pour protéger un triton, une grenouille en déplacement. Et alors, on ne se tracasse plus de la hauteur de l'herbe, c'est-à-dire qu'on peut décider que dans son jardin, on va laisser pousser de l'herbe et laisser venir un maximum de fleurs qui pourront, dans un petit coin, se ressemencer, attirer des pollinisateurs pour les fruits et pour les légumes. De plus, l'avantage de la fauche, ce n'est pas vraiment polluant. On l'a et on peut la voir si on la prend en acier pour plusieurs générations. Contrairement, par exemple, à une débroussailleuse, on n'a pas les détritus en plastique qui vont partout. On n'a pas besoin d'essence et on n'a pas besoin d'électricité non plus, donc rien de mieux. La formation guide nature des CNB a 50 ans. Alors laissez-vous guider en pleine nature près de chez vous ou partout en Belgique grâce au Cercle des naturalistes. Pour plus d'infos, rendez-vous sur leur site internet. Allez, on quitte les prairies, on quitte les bassins naturels aussi, on quitte le potager, bref, on se retrouve à la réserve de Furfo. Regardez un peu, c'est magnifique. Une réserve gérée par l'ASBL Ardennes et Gaume. Un site magnifique situé dans la vallée de la Lesse. Alors, ce site, il est magnifique d'un point de vue géologique, archéologique, mais surtout, et c'est ça qui intéresse Virginie, vous la connaissez, d'un point de vue naturaliste. L'occasion de parler et d'observer les chauves-souris. Nous voici devant l'entrée du Trou des Nutons, dans la magnifique réserve naturelle de Furfo, dans le Namurois. Pourquoi se retrouver ici? Eh bien, pour parler des chauves-souris. Saviez-vous que ce sont les seuls mammifères volants? Eh oui, chaque année, les femelles donnent naissance à des petits qu'elles allaitent. La chauve-souris a aussi des poils, des dents. La seule chose, c'est qu'elle vole, puisque ses membres antérieurs se sont transformés en ailes. Durant l'été, les femelles se regroupent en maternité. Elles vont élever leurs jeunes. On peut alors les voir dans les combles, les greniers, derrière les volets, etc. Une fois l'automne arrivé, vers le mois d'octobre, elles vont regagner leur quartier d'hiver, situé dans des tunnels, parfois des caves, dans des anfractuosités ou des grottes, comme ici. En fait, elles vont rechercher des milieux humides à température constante pour entrer en hibernation. C'est un moment très délicat pour la chauve-souris. Donc si vous avez le plaisir de venir découvrir des endroits comme ici, eh bien, durant l'automne-hiver, il faut vraiment être très très silencieux et surtout ne pas les déranger parce que tout réveil pourrait leur être fatal. Ça leur demanderait beaucoup trop d'énergie et donc ça éliminerait toutes leurs réserves caloriques. Pour donner un petit coup de pouce aux chauves-souris, on peut agir de différentes façons. Tout d'abord, les accueillir au jardin, avec un jardin naturel, composé de milieux plus sauvages, des zones non fauchées, des haies champêtres, pourquoi pas une petite mare, tous ces endroits qui leur fourniront un maximum d'insectes.
puisqu'elle chasse énormément d'insectes, jusqu'à 3000 en une nuit, grâce à un système d'écolocation, une sorte de sonar naturel. On peut aussi leur fournir le gîte, en laissant des petites entrées au niveau des greniers, des sous-toitures, en laissant des anfractuosités dans les murs, etc., en plaçant des nichoirs éventuellement. Bref, les chauves-souris sont des animaux fascinants, totalement inoffensifs, très fragiles, mais aussi indispensables dans la nature. Elles méritent donc toute notre attention. Merci Virginie. Un grand merci à tous tes intervenants pour cette émission pleine de conseils pratiques et d'astuces à adopter au quotidien. Et rassurez-vous, nos petites amies les chauves-souris ne viendront pas se suspendre à vos cheveux. Elles ne boivent pas de sang et surtout, elles ne font aucun dégât dans nos maisons. Juste des créatures fascinantes à observer et à protéger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver tous nos replays et nos contenus bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout à très bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner au choix un sac de 20 kg d'engrais organiques d'automne pour nourrir le gazon et le renforcer avant l'hiver, ou un sac de 40 litres d'amendements adaptés à la réparation ou à l'aménagement de pelouse. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Que fait Georges avec ses pommes tombées et abîmées? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!